bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau webinaire, donc le deuxième webinaire du pôle PSL Innovation autour de la recherche en sciences humaines et sociales, de la recherche en sciences humaines et sociales à l'impact, la valorisation avec l'échelle sociétale Readiness Level SRL. Et je suis heureux aussi d'accueillir donc Maria Teresa Pontois, qui est notre intervenante, qui va vous présenter l'échelle donc SRL, et aussi donc deux autres collègues qui vont vous présenter leur projet de valorisation qui a utilisé cette échelle SRL. Pour me présenter en deux mots, donc je suis Delphine Machy, je suis responsable du service partenariat et valorisation à la délégation Paris Centre du CNRS. Alors, le pôle PSL Innovation regroupe donc 5 fondateurs que vous voyez là, CNRS, INRIA, INSERM, Agoranov et bien sûr PSL Université, dans lequel vous retrouvez en bas toute la liste de l'université PSL. Nos objectifs principaux du pôle universitaire d'innovation, c'est bien sûr de stimuler l'émergence des projets et des actifs valorisables pour des actions de sensibilisation et détection, ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. À titre d'exemple, juste la slide d'avant, Anita. Alors, à titre d'exemple, pour nos chercheurs, donc là, c'est vraiment de vous faire des actions de sensibilisation, des événements pour vous sensibiliser notamment à la valorisation et aussi à l'entrepreneuriat. On vous apporte aussi tout un parcours complet d'accompagnement à la création d'entreprises et bien évidemment renforcer vos travaux de recherche autour, donc quand ils sont valorisables, autour d'activités de prématuration. Et on a aussi un focus particulier sur les actifs non valorisables, non brevetables, pardon, et notamment les logiciels et les SHS, ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Concernant aussi des actions pour les entreprises, avoir une meilleure visibilité de l'offre, notamment sur les plateformes technologiques, un guichet commun pour renforcer des relations avec nos acteurs académiques et aussi donc une meilleure visibilité des compétences de nos laboratoires. Côté partenaire, c'est évidemment une meilleure coordination à l'échelle de notre écosystème. Une construction et une mise en place d'offres facilitant les interactions entre le monde académique et le monde socio-économique et avoir des initiatives conjointes pour renforcer l'accompagnement des projets innovants. Alors, le pôle PSL Innovation, c'est donc 3 objectifs. Le premier, stimuler l'émergence de projets et d'actifs valorisables par des actions de sensibilisation, de détection, d'idéation. Un des deuxièmes objectifs, c'est d'augmenter les interactions avec tout type d'acteurs du monde socio-économique, renforcer les partenariats, les valorisations avec le transfert vers le monde socio-économique de nos innovations, et ensuite de stimuler le flux de création d'entreprises, de transfert et de partenariats. À qui ça s'adresse? Bien sûr à vous, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, personnel soignant, également aux doctorants, aux postdoctorants et à nos partenaires économiques, socio-économiques. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Maria Teresa Pontois, qui est donc responsable du pôle innovation, valorisation et partenariat industriel à CNRS Sciences humaines et sociales. Et je la remercie de cette présentation autour de l'échelle SRL. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'ai vu défiler les noms de certaines collègues que je connais et que donc je salue parce que je suis très contente de les retrouver autour de cette table virtuelle. Et j'ai vu passer aussi des noms de collègues que je ne connais pas bien, mais dont j'ai entendu le nom par ailleurs, donc, et que je suis contente de connaître par le moyen de ce webinaire qui est particulièrement important pour nous. Donc voilà, je suis Maria Teresa Pontois et je vais vous parler un peu en général de ce que nous faisons
pour transférer, slide suivante, Anita, s'il vous plaît, pour transférer les résultats de la recherche en SHS, notre objectif commun étant effectivement que ces résultats transférés soient utilisables, exploitables auprès de différents acteurs publics et privés. Slide suivante. Mais il y a des enjeux spécifiques qui sont des enjeux spécifiques au SHS, et ces enjeux spécifiques au SHS concernent aussi les modèles ou les modalités qui peuvent être les plus adaptées, le type de structure de transfert, qui peut être parfois une association, mais aussi l'identification de certains freins et blocages qui font un peu obstacle à la valorisation des projets en SHS. Slide suivante. Donc, je fais un peu le pendant de Delphine, que je remercie pour cette introduction sur le pôle. Voilà ce que nous faisons. Nous mettons en quelque sorte en œuvre toute une série d'actions qui sont des actions de détection. CNRS et SHS, qui pour les plus anciens a été l'Institut des sciences humaines et sociales, donc l'INSHS au CNRS, a un réseau de correspondants valorisation, anime aussi le petit réseau, petit parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très actifs et très dynamique, ce qui nous réjouit énormément, les ingénieurs transfert et SHS, et on fait aussi des actions de sensibilisation auprès de différents chercheurs aux outils de la valorisation. Cela, ça sert pour détecter des projets et pour aider à leur structuration, pour les soumettre à des programmes de financement du CNRS sur lesquels on reviendra, pour les porter avec les collègues comme vous auprès d'autres. Maria Teresa, ton micro est coupé. Là, c'est pas vrai. Vous n'avez pas entendu jusqu'à maintenant, alors? Alors, tu peux reprendre à partir de structuration. Voilà, donc la structuration, ça nous permet de travailler sur des projets avec des chercheurs ou des ingénieurs et de les porter auprès des programmes de financement du CNRS sur lesquels je reviendrai. On a aussi mis à disposition de moyens pour le transfert. Donc, on essaye de favoriser avec tout le réseau en délégation régionale, au sein des PUI, avec les ingénieurs transfert, avec les ambassadeurs de l'innovation du CNRS. On essaye d'identifier aussi des partenariats possibles et donc on aide au montage de laboratoires communs, de chaires et aussi on essaye de créer des liens avec des acteurs du monde culturel au sens large en s'appuyant notamment sur un PEPR qui est le PEPR ICAR. Et on fait également de la promotion et cette promotion passe par l'organisation ou la participation à des événements spécifiques comme les rencontres Innov SHS, qui là aussi pour les anciens reprennent un peu les innovatives SHS, mais aussi sur d'autres salons et en interdisciplinarité, comme sur le salon des maires et des collectivités territoriales. On fait aussi beaucoup de communication autour de l'innovation via la lettre du CNRS, sciences humaines et sociales, via la lettre de l'innovation et aussi via la lettre du CNRS. Slide suivante. Je touche plus à rien pour éviter de couper à nouveau mon micro. Quels sont nos interlocuteurs pour les 4 moments forts ou les 4 actions principales? Eh bien, évidemment, les chercheurs, les correspondants valo dans les unités, les ingénieurs transfert, les ingénieurs. Sans eux, et sans vous, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes à votre service. Comment on structure? Eh bien, on travaille très étroitement avec les directions fonctionnelles du CNRS, notamment la direction des relations avec les entreprises, la mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires, la direction générale déléguée à l'innovation, mais aussi et surtout avec CNRS Innovation, qui est l'opérateur des programmes de financement du CNRS, avec les RSPV en délégation régionale et surtout avec les responsables valo des autres instituts parce que les SHS sont un peu partout et soutiennent fortement l'interdisciplinarité.
Pour le transfert, on retrouve à peu près les mêmes acteurs, sauf que les bénéficiaires peuvent être les entreprises ou les parties prenantes au sens large. Et la promotion se fait évidemment aussi, en plus de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, via le réseau Curie. Slide suivante. Quels sont les outils qu'on a développés au CNRS pour accompagner le transfert en SHS? Et là, vous allez être complètement surpris. Donc, si on passe à la slide suivante. D'abord, quand je suis arrivée en 2016, en octobre 2016, je me suis rendu compte que, évidemment, il y avait une déclaration d'invention, déclaration logicielle, et que c'était une étape essentielle du processus de valorisation de la recherche publique. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Cette déclaration est extrêmement utile pour, évidemment, identifier des résultats innovants issus de travaux de recherche. Il faut tout de suite la faire dès qu'il y a un résultat nouveau et potentiellement exploitable. Il y a un formulaire dédié et ce qui implique, ce n'est pas une cession automatique des droits personnels, mais une vraie reconnaissance du caractère protégeable de l'invention. Sauf qu'un SHS, et ça sera l'objet de la slide suivante, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que il fallait bien comprendre et expliquer un SHS, donc coucher sur papier, quelle est la différence entre une innovation et une invention. Alors, je vous l'ai listé ici, mais vous la connaissez. Donc, qu'est-ce que c'est une innovation, un SHS? Eh bien, une innovation, un SHS englobe toute une série de résultats issus des travaux de recherche qui peuvent faire l'objet d'une protection autre que par le brevet, ou qui ne sont pas susceptibles, comme le disait tout à l'heure Delphine, de faire l'objet d'une protection, mais qui peuvent être valorisés économiquement ou de toute façon avoir un impact sur la société, sur les usages, sur la construction du bien commun. Et donc, parmi ces potentielles innovations, il y a du savoir-faire qu'il faut évidemment garder confidentiel, secret, etc. Il y a aussi une méthode ou une méthodologie, un logiciel, une base de données et une œuvre de l'esprit. C'est pour cette raison qu'au sein de ce groupe de travail que nous avons constitué, nous avons co-construit avec certaines SPV en délégation régionale, CNRS, une déclaration d'innovation en SHS qui explique aux porteurs d'innovation en SHS quelles peuvent être les innovations, comment on peut en fixer l'intériorité et en quelque sorte les protéger. Slide suivante. Voilà, maintenant cette déclaration d'innovation SHS a été diffusée, validée évidemment par les services juridiques du CNRS et diffusée auprès de toutes les délégations régionales qui désormais l'utilisent assez régulièrement et peut être évidemment largement utilisée. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffisait pas évidemment et c'était un premier pas et nous avons décidé d'aller un peu plus loin, slide suivante, et de deux façons. D'abord en faisant bouger les périmètres de ce qui existait déjà. Qu'est-ce qui existait? Donc, depuis 2014, existait le programme de prématuration au CNRS, mais qui avait été mis en place notamment pour des sciences comme la physique, la biologie, l'ingénierie, la chimie. Et alors, petit à petit, l'Institut a demandé à faire bouger un peu déjà le formulaire de la prématuration au CNRS et surtout à faire bouger aussi certains contenus. Donc, on ne parle plus uniquement de verrous technologiques, mais on parle de verrous scientifiques, méthodologiques et technologiques. On ne parle plus d'impact et de bénéficiaires économiques uniquement, mais on parle d'impact
aussi sociales et environnementales, et également de possibles bénéficiaires autres que les entreprises, et notamment les parties prenantes. Et de plus en plus, le CNRS et SHS a proposé des dossiers qui étaient des dossiers plutôt ouverts à l'interdisciplinarité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à vous tous et à la collaboration de tous les collègues en délégation régionale et des ingénieurs transfert, nous avons la possibilité de dire qu'on est passé à un taux de réussite qui est presque de 100%. Pourquoi? Parce que c'est vraiment co-construit. Mais il y avait beaucoup de logiciels, et notamment des logiciels libres. Et donc, en 2023, puisque plus de 50% des logiciels libres issus des labos étaient des logiciels issus de chercheurs et ingénieurs et SHS, le CNRS a lancé donc le programme Open sur les logiciels libres. Et un autre vieux programme, bon, relativement vieux programme, c'était le programme d'accompagnement à la création de start-up. Évidemment, il n'y avait pas de place pour des start-up qui avaient aussi des bras évidemment commerciaux du genre SAS ou SARL, mais qui aspiraient à devenir des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et maintenant, on commence à avoir des ouvertures et des accompagnements spécifiques pour des créations de start-up un peu particuliers, et particulièrement affectionnés par les SHS. Et voilà, le tout nouveau-né, c'est le programme PIS, qui est Programme Impact Social et Environnemental, qui a été lancé l'année dernière, 2024. C'est pas un appel à projet, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui est thématique et qui se fait vraiment en co-construction avec les parties prenantes et en cofinancement avec différents opérateurs socio-économiques. Et on va entrer un peu plus dans le détail dans les slides suivantes. Alors, le programme de prématuration, tout le monde plus ou moins le connaît. Ça permet d'arriver d'un TRL 1 ou 2 à un TRL 3 ou 4. Ça permet surtout de payer des collègues, des ressources humaines, donc de développeurs, d'experts, des prestations spécifiques. La durée est entre 12 et 18 mois. Slide suivante. Dans le cadre de Open, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est un programme sur le développement des logiciels libres. Là aussi, ce qui est financé, c'est surtout du personnel ou de la prestation et avec des montants qui sont à peu près similaires. Et si on continue sur la slide suivante, PIS est le seul qui a un budget un peu plus important, qui est thématique. La thématique 2025, elle n'a pas encore été annoncée, mais ça devrait être autour de One Health et ça sera lancé dans les jours qui viennent et c'est le seul qui s'appuie sur cette échelle SRL sur laquelle je reviendrai tout de suite. Slide suivante, pardon Anita. Le programme RISE, il est ouvert pour la seconde session, celle qui se clôture au mois d'octobre. Si vous avez une idée, vous voulez qu'il y ait une forme de transfert, sachez que maintenant, tout ce qui est expertise, conseil, savoir-faire peut être accompagné aussi par le programme RISE. Là aussi, c'est une vraie co-construction. C'est dans ce sens-là qu'on a beaucoup évolué par rapport aux années précédentes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une très forte communauté élargie qui se fait confiance et qui co-construit avec ses compétences spécifiques des nouveaux programmes. Et donc, slide suivante. Évidemment, c'est grâce à cette communauté qui s'est créée qu'on a la possibilité d'aller chercher des financements hors CNRS et hors monde académique en général, et qui permet d'associer des opérateurs et des parties prenantes de la société. Et j'arrive tout de suite, je crois que j'ai encore à peu près
peut-être un peu moins, une dizaine de minutes, et je vais m'arrêter sur cette échelle SRL, qui est l'échelle Societal Readiness Level, qui n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire, on ne l'a pas inventée, hein, cette échelle SRL. Elle existait déjà, elle avait été élaborée par le Danish Innovation Fund. C'est au cours des années de 2010, mais elle n'a pas vraiment été appliquée. Alors, elle a été reprise et travaillée dans le premier laboratoire commun sur l'innovation sociale, qui était le laboratoire commun ANR d'Estaing, qui, je le souligne, est passé au premier coup à la sélection de l'ANR et qui a réuni à la fois des chercheurs et enseignants-chercheurs de la Maison des sciences de l'homme et de la société de Poitiers. Il y a une double tutelle CNRS Université de Poitiers et la société coopérative ELIX, qui est un centre de compétences en innovation sociale reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quels étaient les objectifs? Surtout reprendre cet outil, faire en sorte qu'il soit utilisable et employable le plus largement possible, c'est-à-dire par les chercheurs, les ingénieurs, les professionnels, les évaluateurs et les accompagnants du financement de l'innovation. Que cette échelle puisse éclairer des nouveaux modèles aussi de financement public et privé qui peuvent être différents à chaque étape de maturité d'un projet et accompagner cette mutation de l'écosystème de l'innovation. Slide suivante. Donc, qu'est-ce qui était sous-jacent à cette échelle SRL? Eh bien, une conception de l'innovation qui n'était pas orientée vers des logiques lucratives, commerciales, il y avait évidemment un désir ou un besoin aussi d'inclure des formes nouvelles de consortia, qu'il fallait construire des passerelles entre la recherche, le monde de la recherche et l'impact social et environnemental, qu'il n'existait pas une autre matrice de ce type avant celle-ci, et que les outils existants, comme l'échelle TRL, étaient vraiment utilisés par défaut et ne pouvaient pas satisfaire des critères de maturité de projets qui étaient des projets visant le bien commun. Slide suivante. Et alors, je vous ai mis côte à côte les deux échelles, la TRL et la SRL, pour que vous puissiez voir qu'il y a les 9 niveaux sur les deux, mais que la différence, c'est que quand vous utilisez le critère de la TRL, Technology Readiness Level, vous allez du premier au 9e dans une succession qui passe de la recherche au développement et au déploiement. Et à la fin, il y a le marché. Dans le cadre, et là il y a une erreur, hein, c'est Societal and not Technology, mais c'est pas grave. Dans le cadre de la Societal Readiness Level, vous avez évidemment 9 niveaux, mais ces 9 niveaux peuvent bouger, c'est-à-dire que vous pouvez, au moment de la SRL 3 ou de la SRL 4, vous rendre compte que vous n'avez pas associé à la construction d'un premier démonstrateur tous les partenaires. Et donc, revenir en arrière, au niveau de la formulation du concept et de la validation du concept, en incluant vraiment toutes les parties prenantes sur le territoire, et à partir de là, reconstruire et formaliser un prototype qui sera un démonstrateur qui sera directement testé dans un environnement qui n'est pas l'environnement du laboratoire. Parce qu'à la fin, le marché et la société. Slide suivante. Donc, la finalité de cette échelle est une finalité qui est double. C'est une échelle qui à la fois permet d'évaluer, de positionner le degré de maturité d'une innovation, et cela pour les porteurs de projets, pour les chercheurs,
mais c'est aussi une échelle qui permet d'adapter, de structurer, de compléter les dispositifs d'accompagnement et de financement pour arriver à faire maturer un projet ou une idée. Elle n'évalue pas les impacts, mais elle évalue et l'accompagne et trouve les moyens financiers pour soutenir des projets qui auront un impact. Slide suivante. Parce que sa finalité est celle, en quelque sorte, de renouer un dialogue entre recherche et société. Combien de fois on accueille des chercheurs qui nous disent « Ah, mais moi, je travaille pour une association parce que dans ma commune ou dans mon village ou dans ma ville ou dans mon quartier, il y a certaines problématiques et donc je m'intéresse à ces questions de circuit court, etc. » Donc, il faut, en quelque sorte, reconstruire ce lien qui est un lien entre la science, l'innovation, les idées et les parties prenantes, et nous tous. Et en réalité, il faut, en quelque sorte, essayer de positionner la science dans sa vraie contribution au progrès de la société. La logique principale n'est plus la logique marché, mais c'est la logique du gain, de l'impact, du bien commun et du bien-être. Évidemment, cela implique, et c'était tout l'idée de augmenter le nombre de programmes qui s'ouvrent à l'utilisation de cette échelle, c'est de faire remonter un certain nombre de projets, d'idées, d'innovations qui pourront donc permettre de calibrer l'accompagnement et le financement de ce type de démarches qui sont des démarches créatives, d'échange de connaissances, souvent interdisciplinaires pour approcher un projet et un besoin. C'est quelque chose qui est à la base de plusieurs PEPR qui sont complètement interdisciplinaires. La différence, c'est que les SHS, grâce à cette échelle SRL ou avec cette échelle SRL, mais avec la confiance aussi de personnes qui ont su voir au-delà du marché, là où on s'y attendait pas toujours, et je l'avoue, mais on a été accompagné par un directeur général délégué à l'innovation au CNRS qui a voulu bien prendre le risque et accompagner en lançant ce programme PIS. Évidemment, il n'est plus directeur général délégué à l'innovation. Il est parti à un autre poste et j'espère qu'il gardera un œil bienveillant sur cette innovation à impact social et environnemental. La slide suivante. Alors, il y a un nouveau paradigme qui s'ouvre. C'est le paradigme de l'expérimentation, qui n'est plus un labo, qui est hors du labo. Le test, c'est un test qui se passe dans le monde réel, dans la société, et donc on fait une preuve de concept qui n'est plus dans le labo, mais qui est dans la vraie vie. Je ne sais pas si vous avez connaissance, mais il y a eu un programme particulièrement intéressant qui a été lancé bien avant l'échelle SRL, et qui était Territoire zéro chômeur. Territoire zéro chômeur est un bel exemple d'une confluence et d'une collaboration étroite et complémentaire entre des chercheurs, des opérateurs associatifs comme ATD, l'Agence française du développement, etc., qui ont du coup travaillé pour essayer d'aider au retour au plein emploi dans toute une série de villes. D'abord, elles étaient une dizaine, après une cinquantaine, et ça augmente. Et cette expérimentation a permis, parce que selon l'échelle SRL, ils sont actuellement positionnés au niveau 7 ou 8, donc d'un démonstrateur dans la vie réelle, et donc ils ont réussi à faire bouger la norme, c'est-à-dire la loi. Et c'est ça qui compte, c'est-à-dire que l'innovation de la société consiste à changer cette norme. Non pas ce qui est normé, mais ce qui est jugé
comme normal et qui donc a un impact après sur la loi. Cette expérimentation a permis de, en quelque sorte, changer aussi les conditions de faisabilité, de garder un protocole scientifique, c'est ça qui est important, c'est ça sur quoi nous tous nous appuyons, c'est-à-dire sur la science, mais avec une attention qui est portée aussi sur les bénéficiaires finaux de ce protocole scientifique et des avancées des connaissances qui ont été mises en place. Le challenge, qui est le challenge maintenant qui nous a été lancé par le PDG du CNRS et qui sous-tend les objectifs du COMP du CNRS pour les 4 années à venir, désormais 3, je crois, c'est aussi de sortir des indicateurs qui ne se superposent à ceux déjà existants, par exemple, qui ont été produits par l'AVISE sur l'économie sociale et solidaire ou par d'autres opérateurs académiques ou académiques publics privés, mais des indicateurs qui permettent, en fait, sur la base des projets innovants qui ont été évalués avec l'échelle SRL, d'arriver à trouver des nouveaux éléments, des nouveaux indicateurs qui sont des indicateurs complémentaires d'impact. Et je crois que sur ce point, nous avons un travail qui est un travail commun qui nous attend et qui est un travail très important parce que c'est la collaboration la plus élargie possible, l'accompagnement et la circulation des échanges, des informations et des connaissances entre nous qui accompagnons ce type de projet et de recherche qui nous permettra de sortir des indicateurs qui sont des indicateurs pertinents et qui correspondent vraiment d'un côté à ce qu'ils veulent les chercheurs et ingénieurs et de l'autre côté qui répondent à un besoin qui est un besoin de société. Et je crois que c'est ma dernière slide, Anita. Merci beaucoup, Maria Teresa. Je propose de laisser la parole à Elias Ganivet pour nous expliquer son projet de valorisation. Elias? Bonjour tout le monde. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup, Elias. Bonjour. Du coup, je suis Elias Ganivet. Moi, je suis chercheur postdoctorant. Je travaille au sein des laboratoires Géosciences Rennes et Espace et Société. Je suis également accompagné de Véronique Van Tilburg, qui est professeure de sociologie à l'université de Rennes 2. Donc, on va vous présenter notre projet qui a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt PISE 2024 et qui sur la thématique des risques liés à l'Anthropocène, qui s'appelle donc Trajectoire eau et territoire, et pour objectif d'impliquer les citoyens dans l'adaptation des territoires aux changements globaux. Donc à noter que ce projet est un projet interdisciplinaire qui croisait à la fois les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles, sciences de l'environnement. Je vais vous présenter à travers ces slides le déroulé, ce qu'on propose dans ce projet. Et je laisserai Véronique après, soit lors de questions-échanges ou bien en complément de ma présentation, d'expliquer un petit peu quel a été le rôle des sciences sociales, des SHS, pardon, dans ce projet. Alors, quelques petits éléments de contexte déjà. Nous, ce qu'on travaille, c'est les questions de ressources en eau, et notamment dans le contexte de multiplication d'extrêmes climatiques qu'on observe ces dernières années. Je prends par exemple ici l'exemple de la sécheresse, comme là sur la Loire en 2022, ou encore les inondations qu'on a connues, comme ici à Redon en 2025. Et le tout couplé en fait à des multiplications de tensions dans l'espace public liées au partage de cette ressource en eau, comme par exemple ici la manifestation de Sainte-Soline en 2023. Et en fait, tout l'enjeu actuellement, c'est de réussir à repositionner les enjeux de l'eau vraiment au cœur des territoires, afin de définir des solutions qui soient cohérentes avec l'évolution de ces conditions climatiques futures, et tout en identifiant collectivement des leviers d'action pour pouvoir s'adapter à l'échelle locale. Et donc, pour permettre cette prise en compte à l'échelle des territoires, ça implique du coup de mettre à jour notamment tout un tas de documents de planification, que ce soit les documents de l'aménagement, les SCOT, les PLUI, ou bien les documents de gestion liés à l'eau, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les SAGE, etc. Et donc, en termes d'innovation,
Nous, ce qu'on souhaitait développer, c'était une méthodologie qui soit participative pour élaborer des règles de gestion de l'eau à l'échelle locale, avec l'idée d'impliquer donc largement les citoyens, à travers des approches participatives, pour ensuite donc concevoir de nouvelles solidarités et permettre donc de faire des ponts à la fois entre la recherche, les financeurs, les décideurs et les usagers. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, pour synthétiser, tout notre projet, en fait, la méthodologie qu'on a proposée visait à mélanger un ensemble de 3 outils construits autour d'une chaîne de valeur. À noter que ce projet, en fait, il découle de déjà 2 projets de recherche consécutifs. Donc, un premier projet qui avait été financé par l'amitié du CNRS, qui était donc ma thèse de doctorat entre 2020 et 2023, qui s'était ensuite poursuivi par un projet de l'Agence nationale de la recherche, donc SAPS, pour sciences avec et pour la société, qui est donc toujours actuellement en cours. Et donc avec l'idée de combiner ces 3 outils que je vais développer par la suite. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, le premier outil, concrètement, il vise à répondre à la question de, on pourrait dire, comprendre. En fait, pour mieux engager les acteurs des territoires dans une réflexion à l'échelle locale de ce que pourrait être l'avenir et quelle trajectoire prendre, en fait, il apparaît essentiel que tout le monde ait la même base de connaissances pour pouvoir se mettre d'accord. En fait, la question qui se pose derrière, c'est encore comment favoriser en fait cette transversalité partagée des connaissances locales, et notamment vis-à-vis de l'eau. Ici, je prends l'exemple à travers ce schéma. On ne peut pas en fait comprendre le cycle de l'eau dans son territoire si on ne comprend pas tout ce qui se passe, notamment la dynamique en lien avec les eaux souterraines. En fait, c'est quelque chose qui est invisible, très souvent mal compris, très mal représenté dans les schémas qu'on a classiquement. Donc, je vous illustre à gauche là, un schéma qu'on pourrait représenter, où les nappes sont souvent représentées comme des lacs ou des rivières souterraines, ce qui est très rarement le cas, alors qu'en fait, les nappes, ça ressemble plutôt à ce qu'on a à droite. Également, ça permet de comprendre les interactions qu'il y a entre ces nappes et la surface, notamment le fait que peu de gens le savent, mais ce sont les nappes qui alimentent en grande partie les eaux de surface. C'est ce phénomène qui permet d'expliquer que les rivières coulent lorsqu'il ne pleut pas, par exemple. Diaporama, s'il vous plaît. Et donc, en fait, pour répondre à tous ces enjeux-là, l'approche que j'avais développée et initiée durant ma thèse, ça a été de m'appuyer en fait sur des ateliers de sensibilisation, en utilisant des approches sous forme de jeux sérieux notamment, et donc à travers un outil que j'ai développé qui s'appelle Trajectoire eau et territoire, qui est composé donc de cartes, d'un plateau et de cubes, et qui vise lors d'ateliers de 2 à 3 heures en fait à permettre plusieurs choses. Donc déjà d'une part, l'objectif c'est de fournir un prétexte pour se rassembler, d'avoir un espace, des moments qui permettent une mise en débat du sujet de l'eau. Rien que ça, déjà, c'est un objectif vraiment essentiel dans des administrations où il n'y a pas le temps, généralement, de discuter de ces enjeux-là. L'autre enjeu, c'était de comprendre, de mettre à disposition, en fait, à travers cet outil, l'ensemble des éléments permettant de comprendre les enjeux de l'eau à l'échelle locale. Quand je dis enjeux de l'eau, c'est les enjeux quantitatifs. Je ne vais pas forcément préciser, mais on est vraiment plutôt sur les enjeux quantitatifs de l'eau que sur les enjeux qualitatifs. Et enfin, l'outil vise également à permettre donc d'anticiper un peu l'avenir et surtout de débattre collectivement de quelles solutions on pourrait mettre en place à l'échelle locale. Sous-entendu, donc des trajectoires souhaitables. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc cet outil, la particularité qu'il a, c'est qu'en fait, il est territorialisé par rapport à d'autres outils qu'on peut connaître, notamment les outils type fresque, fresque du climat, fresque de l'eau, etc. En fait, l'approche qu'on a choisi d'avoir, c'est vraiment pour répondre aux enjeux du territoire, d'avoir une approche qui soit territorialisée à travers tous les éléments, que ce soit le plateau. Là, je vous illustre avec un plateau qui avait été fait pour la métropole de Tours, par exemple, où on représente le territoire, qu'est-ce qu'il alimente en eau en termes de bassin versant, les spécificités hydrogéologiques, etc. Et donc pour cela, ce déploiement, il est assuré notamment en partenariat avec une association qui s'appelle Water Family et que j'accompagne pour déployer donc au sein de nombreux territoires à l'échelle française. Donc le lien avec CNRS, c'est que ça reste un outil CNRS qui reste coordonné, en gros, chacune de ces adaptations est coordonnée par nos équipes pour pouvoir accompagner et vraiment assurer la rigueur entre guillemets scientifique de ces adaptations. On en est actuellement à plus d'une quinzaine de territoires qui ont déjà été expérimentés, comment dire, et on a eu du coup loin de 1000 personnes qui ont expérimenté cet outil. On va dire globalement, les publics cibles, ça va être surtout pour permettre de la concertation entre acteurs locaux. Donc on vise vraiment mélanger des élus,
des habitants du territoire, des services des intercommunalités, par exemple, en particulier en lien avec l'élaboration de documents de planification comme les SCOT, les PUI, les SAGE, etc. On le déploie également pour permettre de renforcer les approches transversales au sein des services des collectivités, notamment. C'est par exemple le cas dans le cas de la métropole de Tours, où ils souhaitaient pouvoir mieux discuter entre les différents services et que chacun comprenne qu'ils ont un rôle à jouer sur l'eau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et également, ce travail il est également accompagné et déployé en collaboration avec le projet Aquagir, qui est porté par la Banque des Territoires et qui vise en fait à accompagner le passage à l'action des collectivités territoriales sur la gestion de l'eau. En fait, ce lien, il s'est simplement fait par le fait que la Banque des Territoires a développé un kit de sensibilisation qui, en fait, reprend les éléments de trajectoire eau et territoire, mais qui le propose sur une version générale. L'intérêt, c'est que, du coup, il n'a pas besoin d'être adapté. L'inconvénient, c'est que, du coup, il ne prend pas en compte les données locales. Il permet d'être plus facilement déployé, mais sans être parlant avec vraiment l'approche territorialisée. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans le cadre de PIS, donc l'appel à projet PIS, l'objectif à travers ce projet, ça va être donc de poursuivre le développement on va dire de ce travail, notamment de réussir à bien standardiser l'approche autour d'une équipe de coordination, de documenter l'ensemble des éléments, et donc de s'appuyer sur tous ces retours d'expérience pour faire évoluer par la suite l'outil pour arriver sur quelque chose de vraiment plus opérationnel, et notamment de vraiment rendre interopérable on va dire ce lien entre le CNRS et l'acteur associatif qui est Water Family, en lien aussi avec la Banque des Territoires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Notre deuxième outil, lui, vise à anticiper en fait l'avenir, et notamment la question qui se pose, c'est de quelle marge de manœuvre disposent les territoires pour s'adapter face aux évolutions du climat. Quelle stratégie d'adaptation mettre en œuvre? Et donc pour cela, on s'appuie sur des approches de modélisation, notamment hydrologique. Et en fait, parmi toutes ces approches, je peux mentionner le projet Explore 2, qui a été piloté notamment par l'INRAE et qui a été publié durant l'année dernière, et qui fournit en fait un premier état des lieux des futurs climatiques pour la France et pour les territoires. Le problème, c'est que ce projet Explore 2, en fait, il ne prend en compte que l'hydrologie entre guillemets naturelle liée au climat. Il n'intègre aucune autre pression que le changement climatique, et donc se pose la question de quel impact de toutes ces autres pressions, notamment tout ce qui est lié au changement de couverture et d'usage des sols, c'est-à-dire l'urbanisation, l'évolution des pratiques agricoles, quel impact également de tous nos usages de l'eau sur les territoires. Et c'est d'autant plus important que c'est en fait là que résident tous nos leviers d'adaptation. C'est là que sont les marges de manœuvre dont disposent les territoires pour s'adapter au changement climatique. Du coup, diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, la stratégie qu'on propose dans le cadre de PIS et que j'ai initié durant ma thèse, c'était en fait de proposer de combiner des trajectoires climatiques au sein de la modélisation hydrologique avec des trajectoires socio-économiques en matière de changement de couverture des sols, d'usage de l'eau, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc pour cela, nous, on s'appuie sur un couplage de différentes approches de modélisation, de façon en fait à permettre de représenter les futurs possibles pour le territoire et ses ressources en eau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, dans le cadre de PIS, l'objectif, c'est que actuellement, cette démarche qui a été donc initiée durant ma thèse, qui est actuellement poursuivie, elle reste encore peu généralisable en fait. C'est-à-dire, elle nécessite un gros travail de développement et de modélisation pour les territoires où je suis actuellement impliqué. En fait, elle est difficilement déployable plus facilement dans d'autres endroits. Donc l'idée à travers PIS, ça va être en fait d'essayer de la simplifier un petit peu, déjà de mieux documenter comment on la met en œuvre, et de la faire évoluer sur des outils potentiellement, par exemple en ligne, pour permettre en fait aux acteurs locaux d'avoir directement accès à des modèles, on va dire presque en temps réel, permettant un diagnostic à l'échelle de leur territoire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc pour permettre cette intégration, je travaille également en collaboration avec la Banque des Territoires sur un autre projet qu'ils mettent en œuvre, qui est donc un outil en ligne qui s'appelle AquaRepère, et qui vise en fait, au sein de cet outil, à permettre aux acteurs d'avoir accès sur une base unique de données à un état des lieux, un diagnostic des enjeux de l'eau sur leur territoire. Actuellement, cet outil, il permet un diagnostic sur les enjeux, on va dire, actuels, sur les usages de l'eau actuels, les débits, ce genre de choses. Mais il a à terme vocation à intégrer également une démarche prospective, avec d'une part les résultats liés à Explore 2 sur l'aspect climatique,
Et sur un horizon plus long terme, on aimerait également permettre de pouvoir intégrer ma démarche de modélisation de manière simplifiée au sein de cet outil afin que les acteurs des territoires, à nouveau, puissent avoir accès à ce type d'outils d'aide à la décision. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'intérêt pour ça, c'est que ça permettra, en fait, à travers cette approche, d'évaluer la portée de solutions qui pourraient être identifiées lors d'ateliers participatifs, notamment à l'aide de trajectoires ou territoires, mais ça peut être d'autres types d'outils. Les diapos suivantes. Ce qui nous mène enfin à notre dernier outil, qui vise en fait à poser la question de représenter, c'est-à-dire en fait pose une question: comment rendre les connaissances scientifiques appropriables pour l'action. Là, je vous ai présenté des graphes qui peuvent être assez beaux d'un point de vue scientifique, avec des belles cartes, etc., sur des évolutions d'humidité du sol ou de niveau de nappe. C'est pas forcément parlant pour tout le monde. Donc, une première manière de traduire de manière plus sensible ces résultats, on peut le faire à travers des ateliers participatifs à l'aide de trajectoires eau et territoire, mais également, diapo suivante s'il vous plaît, ce qu'on souhaite expérimenter dans le cadre du projet PIS, c'est en fait de s'appuyer sur des approches de médiation paysagère notamment. L'idée, c'est que le paysage, ça permet de représenter très visuellement des évolutions à la fois passées, mais également potentiellement des évolutions futures. Et du coup, l'idée, c'est à travers ces évolutions de paysage, de rendre concrets les résultats des modèles en s'adressant à la sensibilité des participants. Et de rendre également tangibles les solutions qui auraient pu être identifiées lors des ateliers participatifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc là, l'idée, à travers le programme PIS, c'est effectivement donc, de définir vraiment une méthode. On a pour l'instant théorisé cette approche. On est en train d'essayer de la développer dans le cadre de l'ANR qu'on mène actuellement. Mais vraiment, l'idée, c'est de la mener au-delà de là où elle en est actuellement pour généraliser en fait quelque chose de beaucoup plus déployable à l'échelle nationale en termes d'approche. Diapo suivante. Et enfin, je dirais une approche très transverse à tout ça. C'est pas un outil en soi, mais c'est vraiment un objectif absolu de toute la démarche, c'est de réussir à faire participer les gens. L'idée étant que, en fait, la question qui se pose est comment mieux prendre en compte la diversité des points de vue. Dans le cadre de démarches participatives, ce qu'on se rend compte, nous on a fait le constat, mais quasiment tout le monde fait exactement ce constat, c'est qu'on a du mal à mobiliser des gens qui ne sont pas déjà convaincus par ce genre de démarche. C'est-à-dire on va souvent réussir à mobiliser des acteurs associatifs liés à la sensibilisation de l'environnement, etc. En fait, comment faire pour aller au-delà de ça et mobiliser des gens qui pourraient être réfractaires, que ça n'intéresse pas, etc. Et donc, dans le cadre de PIS, ce qu'on souhaiterait explorer, c'est mettre en œuvre en fait des approches qui ont été expérimentées notamment dans le cadre de conventions citoyennes, comme celle pour le climat, et notamment de mettre en place un processus de tirage au sort, également un processus de rémunération des participants pour leur temps, à la même manière que des jurés d'assises. Et donc voilà, essayer de développer de nouveaux types de mobilisation pour essayer de diversifier au maximum les points de vue et croiser ces points de vue à ce niveau-là pour identifier des solutions pour le territoire à l'avenir. Public éloigné. Et du coup, diapo suivante, s'il vous plaît. Et du coup, voilà, si je devais résumer en conclusion de tout ce travail, vraiment l'objectif au sein de PIS, ça sera donc de trouver un développement de modèles économiques permettant de pérenniser donc, les outils à la fois l'outil 1 en termes de trajectoire et territoire en lien avec l'association, également le développement de l'outil 3, c'est-à-dire les paysages, en lien avec l'Institut supérieur de design de Saint-Malo, afin d'améliorer en fait la qualité de la modélisation issue de l'outil numéro 2, de manière à essayer de rendre ensuite tout ça opérationnel, en lien avec notamment l'évolution de différents outils de planification, comme j'ai déjà mentionné, les SCOT, les PUI, etc. On souhaite également essayer de faire évoluer toute cette démarche vers des publics plus jeunes, vers évoluer sur les enjeux de qualité de l'eau et puis développer à l'international également. J'en ai fini, je vous remercie de votre attention et je ne sais pas si Véronique, tu souhaites ajouter quelques éléments. Juste peut-être préciser, comme tu l'as proposé dans ton introduction, Elias, proposer un peu un focus pour essayer de comprendre quel était le rôle des SHS par rapport aux sciences, à l'hydrogéologie, à l'écologie, etc. En fait, les SHS ont joué 4 rôles importants. Donc, le premier rôle, c'est
quand on a commencé à travailler sur ces questions-là dans le cadre de la thèse, eh bien, il a fallu, enfin, on a fait toute une approche pour comprendre le contexte de la gestion de l'eau, comment les gestionnaires se positionnaient par rapport à la gestion de l'eau, donc sur un territoire particulier. Ce qui a été refait aussi, ces enquêtes ont été refaites dans d'autres territoires depuis, pour comprendre un petit peu les enjeux, les points de frottement, voilà, sur un territoire particulier. La deuxième apport des sciences des SHS, c'était d'introduire des indicateurs socio-économiques dans la modélisation. Donc là, c'est le travail de la modélisation, mais bon, c'est quand même des données des SHS qui ont été introduites dans la modélisation. Le troisième point et c'est sur lequel l'enquête a été la plus lourde, c'était sur l'enquête paysagère. Donc vous voyez le schéma de droite que vous voyez sur cette diapositive, puisque les cartes postales du futur sont réalisées par un institut de design, celui de Saint-Malo, sauf que ces cartes postales du futur, elles ont été identifiées à partir d'une enquête paysagère qui ont été faites par des collègues anthropologues et sociologues, moi-même étant sociologue. L'idée, c'était que ces cartes postales du futur répondent à toutes les sensibilités du public mobilisé. Et donc, on a fait une enquête assez lourde dans différents territoires pour essayer de comprendre comment le paysage devenait une relation sociale, un élément d'un rapport social. Et en fonction de ça, il fallait introduire ces différentes représentations des sensibilités paysagères dans les cartes postales qui ont été sélectionnées. Donc ça, c'est un travail qui est en train de se terminer actuellement. Et enfin, le quatrième rôle des SHS, c'était d'avoir toute une pratique réflexive sur la démarche participative, pratique réflexive là qui va sans doute aboutir par la publication d'un ouvrage qui rassemble un peu tout le monde, qui rassemble les chercheurs en sciences de l'environnement, mais aussi les associations avec lesquelles on a travaillé et des techniciens avec lesquels on a travaillé pour vraiment essayer de comprendre quels sont les enjeux de ces pratiques de participation, comment on peut aller chercher le public éloigné, quelles sont tous les opérations de transfert qu'on doit faire entre la recherche et une perception plus grand public de la gestion de l'eau pour que les personnes qui se mobilisent soient en capacité de répondre, donc de partager toutes ces connaissances autour du cycle de l'eau. Voilà, donc ça c'est un petit peu les 4 grandes pointes qui ont fait, sur lesquelles les SHS sont intervenus. Je me souviens qu'à la soutenance de la thèse d'Elias, il y a une question d'un membre du jury qui a été de nous demander quelle est la part des SHS et en pourcentage, quelle proportion il y a de SHS et des sciences de l'environnement dans la méthodologie qu'on a mis au point. Et nous étions tous, Elias, Laurent, nous étions tous les 3 d'accord pour dire que c'était une question à laquelle on ne pouvait absolument pas répondre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Elias et Véronique. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, j'en aurais peut-être une parce que à Maria Teresa, tout à l'heure, tu avais parlé de reconstruire le lien entre la science, l'idée et les parties prenantes. Ça vient aussi en lien un petit peu aussi avec vous, votre projet que vous nous avez montré. Comment on peut mieux faire pour reconstruire ce lien d'après vous ? Alors, si je prends la parole la première pour répondre à tes questions, en fait, ce webinaire en est la preuve.
C'est-à-dire, on est tous autour de cette table virtuelle, on essaye de partager des idées, de co-construire. Véronique a très bien fait de dire quelle est la part des SHS, parce que parfois elle est un peu cachée. Et ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, c'est peut-être aussi, d'un côté, rassurer les chercheurs et les ingénieurs de recherche en disant, écoutez, ce que vous faites peut avoir un impact, peut être valorisé, peut être transféré, et pour cela faire, on peut aussi euh, financer quelque chose et prendre des risques avec vous. On croit en vous et on croit dans le fait que ce que vous allez faire peut apporter un bénéfice. Et de l'autre côté, soutenir de plus en plus des projets interdisciplinaires où la complémentarité qui est au service des autres, au service de la société, au service de tout le monde, de nous tous, ne arrête de compter. Et je pense que Véronique l'a fait de façon un peu provocatrice, mais très juste. Ça fait partie de ce que nous vivons tous les jours. Et alors, arrêtons de nous poser des questions aux gens qui nous parlent de ça et qui nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ben, c'est juste être un peu plus à l'écoute, aller chercher des financements, aller se battre pour faire bouger les périmètres des programmes actuels. Et ça, c'est notre travail à nous et c'est un travail absolument fondamental de ceux qui sont, comment ça s'appelle, aide au pilotage de la recherche, Delphine, ou administration, ou je ne sais pas. Mais c'est notre travail et c'est extrêmement utile, notamment en ce moment. Ça, c'est ma position. Et de votre côté, Elias et Véronique, comment on peut faire pour reconstruire ce lien? Comment vous avez fait pour construire ce lien avec tous les acteurs que vous avez mobilisés autour de votre projet? Alors c'est pas facile hein, parce que ils nous attendent pas, donc et voilà, il faut prendre la place, hein, il faut la conquérir la place, ce qui est pas facile tous les jours. Nous on a porté, c'est pour ça que, enfin, si on reprend l'exemple de l'enquête paysagère, de travailler avec un institut du design, c'est vraiment partir du point de vue des gens. Et voilà, c'est en partant du point de vue des gens, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, on est parti du principe que c'était pas à eux de faire l'effort de comprendre ce qu'on avait, voilà, ce qu'on avait à dire, et qu'il fallait partir du point de vue des gens, et qu'en partant du point de vue des gens, on pouvait les emmener très loin. Et c'est ce qu'on a pu faire, hein, enfin, sans me jeter, Elias, trop de fleurs, mais je dois dire que on a quand même eu dans des ateliers, on avait un syndicaliste agricole représentant une agriculture conventionnelle en Bretagne, donc très intensive, qui discutait avec des militants de Haut et Rivière de Bretagne. Donc, je pense que voilà, si on prend le temps d'aller de partir du point de vue des gens, le jeu sérieux trajectoire eau et territoire était vraiment se baser là-dessus, c'est-à-dire on part du point de vue des gens et on essaie de construire une connaissance commune. On essaie de construire, on a parlé de bien de commun tout à l'heure, on essaie de construire un bien commun qui est cette connaissance commune, et à partir de là, on va pouvoir rediscuter des règles, etc. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces deux éléments, être à l'écoute des gens, partir de leur point de vue et construire quelque chose de commun ensemble pour qu'on soit un peu tous sur les mêmes objectifs et qu'on puisse aboutir à des résultats. Merci beaucoup. Il y a une question de Kathleen Carrière. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour les présentations. J'ai une question à savoir quels sont les utilisateurs actuels et idéaux de cette SRL. Et je veux dire, est-ce que c'est un outil qui peut être approprié par les citoyens? Merci à vous. Alors, si je peux répondre, écoutez, Kathleen, merci beaucoup pour cette question que j'avais vue dans le chat. J'attendais juste que Delphine la répère et me donne la parole. Écoutez, je vais vous dire que tous sont utilisateurs.
de cette échelle SRL maintenant. Puisque du point de vue des acteurs de la recherche, il y a eu une première prise de risque qui est une prise de risque partagée. Elias et surtout Véronique peuvent confirmer que dans le comité de sélection du programme PIS, de l'appel à manifestation d'intérêt PIS, il y avait des représentants des fondations, il y avait des représentants du ministère, des représentants des collectivités territoriales, des représentants d'agences de conseil, d'expertise sur des thématiques d'économie sociale et solidaire, aussi la vise. Donc, si vous voulez, au moment où on met sur la table qu'un acteur institutionnel de la recherche soutient les chercheurs dans leur démarche et prend le risque de financer ce type de projet, et alors il est beaucoup plus facile de fédérer des potentiels cofinanceurs. C'est ce système qui fait en quelque sorte que de plus en plus il y aura des contributeurs. Elias et Véronique ont parlé de la Banque des territoires, ont parlé des associations. Il y a de plus en plus de côté de BPI aussi cette idée d'aller financer. On est en train de réfléchir à un CIR, même si en ce moment dire le mot CIR, crédit d'impôt recherche, ça fait un peu peur, hein, mais de toute façon on ne sait plus quoi dire, mais l'idée était née avant, d'un CIR social. Donc, avec la possibilité de réinvestir sur des projets à impact social et environnemental. Et donc, forcément, on a besoin de cette échelle SRL, on a besoin de la faire connaître. Donc, merci infiniment aux collègues qui nous ont donné la possibilité d'en parler aujourd'hui. Et ça peut être utilisé par les associations. Nous faisons des formations. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin qu'on en parle. On est là parce qu'on est au service de la société. J'ai une idée du service public en tant qu'immigré et j'y tiens beaucoup. Je trouve que c'est magnifique et il faut vraiment que ça soit utilisé. Je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie sincèrement, Maria Teresa, Véronique, Elias, Anita, pour l'organisation de ce webinaire. On prend note de vos petites suggestions là dans les conversations sur des nouvelles présentations. Donc, on en prend acte et on reviendra vers vous vers d'autres webinaires qui contiendra des réponses à vos questions. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Bonjour à tous.